4 semaines après avoir accouché, j'ai acheté la maison dont je rêvais. Depuis toujours. Pour ma première nuit, alors que les cartons étaient encore fermés par du ruban adhésif et que ma fille dormait au bout du couloir, la maison baignait dans ce silence particulier que seules les habitations neuves connaissent. Aucun grillon n'y avait encore trouvé refuge. Aucun fantôme d'une vie passée ne hantait les murs. C'est alors que ma mère m'a appelé. Pas de félicitations, juste un laconique, on emménage demain. Je ne me plierai à aucune règle pour ma petite fille. La famille de ta sœur vient aussi. Ça ne te plaît pas? Tu n'as qu'à partir. Pars de chez moi. Pourtant, c'était bien mon nom qui figurait sur l'acte de propriété. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, d'accord, maman. Venez à midi. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa propre mère, celle que toute la famille disait complètement sénile et incapable de reconnaître qui que ce soit, dormait juste au bout du couloir, et qu'elle avait toute sa tête. Le lendemain, ils ont débarqué pour tout s'approprier. Mais ils se sont tous figés sur le pas de la porte. Je vais vous raconter exactement qui les attendait dans cette maison et comment une femme que ma famille avait enterrée de son vivant s'est retrouvée à les tenir tous en respect dans la même pièce. Mais si vous avez un jour été celle qu'on n'écoute jamais, celle qui rend toujours service, celle qui passe après les autres, restez avec moi. C'est pour vous que je raconte cette histoire. Dans ma famille, j'étais celle de corvée. On m'a attribué ce rôle avant même que je sache lire, et personne ne m'a jamais demandé mon avis. Ma sœur Élodie a eu droit à un grand mariage avec 200 invités dans un domaine privé et à un mari qui se présentait en mettant en avant ses rendements financiers. Moi, j'ai hérité du tablier. Élodie avait épousé Alexandre, un conseiller en gestion de patrimoine capable de faire taire toute une tablée simplement en évoquant son parcours sans faute. Mon père, Bernard, dirigeait la famille derrière un grand bol de café qu'il portait à ses lèvres dès qu'une question délicate pointait le bout de son nez. Et ma mère, Chantal, orchestrait toute la mise en scène. Elle organisait les kermesses de la paroisse, pleurait à chaudes larmes au enterrement des autres et rappelait à chaque assemblée à quel point elle se dévouait. À moi, elle réservait du travail. Lors du dernier repas de famille auquel j'ai assisté de mon plein gré, elle m'a mis une pile d'assiettes entre les mains à la seconde même où j'ai franchi la porte. À l'autre bout de la table, Alexandre expliquait je ne sais quel mécanisme d'intérêt composé à mon père, qui hochait la tête à chaque mot qu'il ne comprenait pas. Quand je suis revenue de la cuisine, ma mère m'a effleuré le poignet du bout des doigts, comme si elle caressait un chien dont elle se méfiait. « Tu es si douée avec les bêtes. » Blessée, dit-elle en souriant à l'assistance. Tout le monde n'est pas fait pour de grandes choses. Alexandre a ricané sans lever les yeux de son assiette. Laisse donc les chiffres à ceux qui les comprennent. J'ai continué à empiler la vaisselle. Je n'ai pas précisé que j'avais tenu la main de plus de personne à leur dernier soupir que quiconque autour de cette table n'en croiserait jamais au cours de sa vie. J'ai juste débarrassé la table, parce que c'est ce que fait celle qui rend service. Et j'avais appris depuis bien longtemps que protester ne faisait que prolonger le supplice du repas. La première fois que j'ai compris qu'avoir besoin de quelqu'un et l'aimer étaient deux choses bien distinctes, j'avais 10 ans. Je me tenais devant la fenêtre du salon, regardant la voiture familiale faire marche arrière dans l'allée sans moi. Il y avait une glacière dans le coffre, la valise rose de ma sœur sanglée sur la galerie de toit, mon père au volant, et moi sur le pas de la porte, serrant la liste des médicaments de ma grand-mère parce qu'elle avait la grippe et qu'il fallait bien que quelqu'un de responsable reste pour s'en occuper. Ma mère a baissé sa vitre
Elle n'avait pas l'air coupable. Elle avait l'air fière de moi, ce qui était bien pire. Tu n'as pas besoin de vacances, m'a-t-elle dit. C'est toi la fille responsable. La voiture a tourné au coin de la rue. La maison est devenue d'un calme de plomb. Je me souviens du tic-tac de l'horloge en plastique de la cuisine bien plus que de mes propres larmes, ce bruit sec et lancinant alors que je restais là, toute seule. Mais je n'étais pas seule. Au bout du couloir, calée contre 3 oreillers avec un paquet de biscuits salés, se trouvait ma grand-mère, Colette. En m'entendant pleurer, elle m'a appelée. Elle a tapoté le bord du lit pour m'inviter à m'asseoir. Puis elle a pris ma main et l'a serrée 3 fois. Lentement, distinctement. 1, 2, 3. C'était notre code secret depuis que j'étais toute petite. Cela signifiait « je te vois ». Cela signifiait « je suis là ». Colette avait été infirmière autrefois, une vocation que les femmes de notre famille étaient censées abandonner en grandissant. C'est elle qui m'a appris à décrypter les gens, non pas à travers leurs paroles, mais en observant leurs mains, leur respiration, et ce silence particulier qui s'installe juste avant qu'ils ne se décident à être honnêtes. Quand je lui ai annoncé à 19 ans que je voulais travailler dans les soins palliatifs, ma mère a soupiré. Pourquoi choisir une chose pareille? Colette, elle, a simplement refermé mes doigts sur ce projet. Tu sais voir les gens, Camille, m'a-t-elle dit. Ne les laisse jamais te faire croire que c'est insignifiant. Elle était la seule dans toute cette famille à poser les yeux sur moi pour y voir un être humain, et non pas une simple paire de mains disponibles. J'ai appris ma grossesse un mardi de juillet, seule dans les toilettes d'un laboratoire d'analyse. L'homme avec qui je pensais construire un avenir n'est pas resté. Je n'y consacrerai que 2 phrases, car c'est tout ce qu'il mérite. Il a dit qu'il n'était pas prêt, puis il l'a prouvé. J'ai continué à enchaîner mes gardes à l'hôpital. Je rentrais dans mon appartement silencieux, je dînais debout près du plan de travail, et s'est arrêté à un feu rouge, sans personne sur le siège passager pour me serrer la main, que j'ai senti ses premiers mouvements dans mon ventre. J'ai acheté le berceau moi-même et je m'y suis reprise à 2 fois pour le monter de travers. Je l'ai annoncé à ma famille lors d'un déjeuner dominical. Je m'étais entraînée dans la voiture. Je l'ai dit sans détour, je suis enceinte. Je vais l'élever seule, et je le vis très bien. Ma mère a posé sa fourchette. Pendant 1 seconde, je me suis prise à espérer. C'est charmant, ma chérie. Élodie refait sa cuisine, tu savais? Elle a choisi du quartz. La conversation a repris son cours sans moi, comme l'eau d'une rivière contournant un obstacle. Et sous la table, ma main a trouvé mon ventre. Et y est restée accrochée. Parce que si personne dans cette pièce ne se réjouissait de la venue de cet enfant, je l'aimerais bien assez pour 2. Je me suis fait une promesse ce soir-là, en rentrant chez moi, la radio éteinte, je construirais ma propre famille, une vraie, selon mes propres règles. J'ignorais encore qu'à 3 kilomètres de là, ma grand-mère était en train de s'effacer. Et que les convives assis autour de cette table tenaient la gomme. Les choses se sont passées comme elles se passent toujours, lentement d'abord. Puis d'un coup, le tout sous les sourires hypocrites de chacun. En l'espace de quelques mois, Colette est passée de quelques étourderies passagères à un état second, avant d'être déclarée totalement inapte par mon entourage. Ma mère commençait chacun de ses appels par un soupir et ces mots, je suis épuisée de devoir m'occuper de maman. Et Alexandre, le patient et raisonnable Alexandre, est intervenu pour aider comme il le faisait toujours. C'est-à-dire en s'emparant des commandes. Il faut bien que quelqu'un gère ses comptes, a-t-il déclaré lors d'un déjeuner de famille, son conférencier en cuir grand
Ouvert, les documents étalés et le stylo décapuchonné. Elle perd complètement. La boule. C'est une mesure de bienveillance. J'ai pas mal insisté pour poser les questions importantes. J'ai demandé qui était le gériatre de Colette, qu'il en pensait, et si on avait écarté toute autre pathologie réversible. Ma mère m'a jeté le regard qu'on réserve à un enfant qui vous coupe la parole. Occupe-toi plutôt de ton bébé, a dit Alexandre en souriant tout en rebouchant son stylo. On gère la situation pour Colette. Gérer. Un mot bien étrange. Quand on parle de sa propre famille. J'ai compris ce qu'ils entendaient par là lors du 90e anniversaire de ma grand-mère. Ma mère avait organisé une fête, les voisins de la paroisse, une grande banderole et un fraisier avec la photo de Colette. Imprimée sur de la pâte d'amande. Chantal circulait parmi les invités, recueillant les marques de sympathie comme s'il s'agissait de cadeaux de bienvenue, racontant à qui voulait l'entendre à quel point cette épreuve était difficile, avant de m'envoyer en cuisine pour remplir la carafe de limonade. Au milieu de toute cette agitation, ma grand-mère était assise dans un fauteuil roulant dont elle n'avait absolument pas besoin, affalée, le menton contre la poitrine, le regard lourd et fuyant. Une voisine s'est penchée pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, et Colette l'a appelée par le prénom de la sœur de mon défunt grand-père. Tout le monde a souri avec indulgence. La pauvre chérie. Ma mère s'est tamponnée les yeux et a accepté l'étreinte réconfortante de l'épouse du pasteur. C'est la pire des épreuves, soupira Chantal d'une voix assez forte pour être entendue de tous. Voir sa propre mère s'en aller ainsi. Près du gâteau, Alexandre murmurait à mon père sur un ton rassurant que toute la partie successorale était parfaitement sous contrôle. Qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Je suis restée pétrifiée, car j'avais passé 13 ans à apprendre à faire la différence entre un corps qui s'éteint doucement et un corps que l'on force à s'éteindre. Personne dans cette pièce ne regardait réellement la vieille dame sur sa chaise. Il ne s'intéressait qu'au spectacle qu'ils avaient mis en scène autour d'elle. J'ai traversé la pièce, je me suis accroupie devant Colette, et en observant sa main trembler au-dessus de son gobelet en plastique, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Car la femme assise dans ce fauteuil n'était pas malade de la façon dont il le prétendait. J'accompagnais les mourants depuis 13 ans. Je savais pertinemment à quoi ressemblait la fin naturelle d'une longue existence. Ce que je voyais là n'était pas une fin de vie. C'était l'effet d'un traitement trop lourd. Colette était toujours au plus mal les jours cruciaux, juste avant un rendez-vous médical, avant la visite d'un notaire ou avant n'importe quelle démarche nécessitant sa signature. Les après-midi ordinaires, sans visite planifiée, elle parvenait parfois à suivre une discussion entière. La démence. Sénile ne consulte pas d'agenda. J'ai interrogé Brigitte, l'auxiliaire de vie qui s'occupait d'elle en semaine. Brigitte affichait cette lassitude typique des travailleuses épuisées. Elle fuyait mon regard. Elle est plus facile à gérer certains jours, marmonna Brigitte. Se rendant compte de ce qu'elle venait de dire, elle s'empara d'un torchon pour éviter de me regarder en face. La clé du mystère se trouvait dans un pilulier en plastique de la largeur de ma main. Et ce fut la mauvaise fortune de Brigitte, mais la chance inouïe de ma grand-mère, que ce soit moi qui finisse par l'ouvrir. Tout s'est accéléré à cause d'une chute. Un matin de septembre, Colette a glissé en sortant du lit, se fêlant le col du fémur juste assez pour être hospitalisée. Elle y a contracté une de ces infections nosocomiales si courantes chez les personnes âgées, et est revenue chez elle avec un besoin impératif de soins infirmiers constants. Ma mère, si incroyablement épuisée. Elle qui avait clamé sur tous les tons qu'elle ferait n'importe quoi pour ça. Maman,
a jeté un œil au tarif des gardes professionnels avant de se rappeler opportunément qu'elle avait une fille qui pouvait faire cela gratuitement. Je me suis donc installée chez elle dès le premier soir. Je me suis assise à la table de la cuisine, étalant les ordonnances et les boîtes de médicaments de Colette. Pour préparer son semainier, exactement comme je l'avais fait pour des centaines de patients. Et j'ai lu les étiquettes. Je les ai lues 2 fois. Il y avait là une benzodiazépine prescrite pour l'agitation, à une dose que je n'aurais jamais osé administrer à une femme ayant la moitié de son âge. Et, juste au-dessus, un anticholinergique. Le genre d'association médicamenteuse qui figure en rouge sur toutes les listes de contre-indications gériatriques existantes. Le genre d'alliance que n'importe quelle infirmière, n'importe quel pharmacien ou toute personne ayant passé 10 minutes auprès de personnes âgées c'est capable de plonger l'esprit le plus vif dans un brouillard total. 2 molécules qui ne devaient jamais être prescrites au cours d'une même semaine, et encore moins ingérées par le même organisme. Administrées ensemble, quotidiennement, et comme je l'apprendrai plus tard, données un peu plus tôt les jours de visite. J'ai relu ces 2 étiquettes encore et encore, espérant presque que les mots se réorganisent d'eux-mêmes pour former une ordonnance inoffensive. Mais il n'en était rien. Ce n'était pas un traitement pour un cerveau fatigué. C'était une laisse chimique. Je n'ai pas détruit le pilulier. Je n'ai appelé personne pour hurler ma colère. J'ai fait ce que ma formation m'avait appris à faire, ce qui correspondait d'ailleurs exactement à ce que Colette m'avait enseigné devant cette fenêtre. Quand j'avais 10 ans, j'ai observé, j'ai agi avec prudence et j'ai élaboré un plan. J'ai contacté un gériatre de confiance, le docteur Lemaître, sur qui je m'appuyais depuis des années pour mes patients en soins palliatifs. Je lui ai exposé la situation en détail, molécule par molécule, dose par dose. Il est resté silencieux un instant au bout du fil, puis il m'a dit, amenez-la-moi à mon cabinet. Et conservez précieusement toutes vos notes. Nous avons progressivement sevré Colette de ces 2 poisons en douceur, comme il convient de le faire avec un organisme âgé pour éviter que le sevrage ne soit plus violent que le produit lui-même. Puis j'ai attendu. Le premier signe fut minime. Elle a réclamé du thé. Non pas de cette voix absente qu'elle avait depuis 1 an, mais en précisant qu'elle voulait du thé en vrac, 2 sachets, bien infusés. Puis, un après-midi, elle a fixé la photo posée sur sa table de chevet et a nommé chaque personne présente sur le cliché, y compris le chien que nous avions. En 1991. Enfin, elle m'a regardé, a posé les yeux sur mon ventre arrondi, et son visage s'est illuminé comme une vitre frappée par un rayon de soleil. Camille, dit-elle. Quand est-ce arrivé? Pourquoi personne ne me l'a dit? J'ai dû poser ma tasse et m'appuyer contre l'encadrement de la porte pendant un instant, car il y a des émotions trop lourdes à porter debout. Le docteur Lemaître a effectué ses examens et est ressorti dans le couloir en secouant la tête. Ce n'était pas après elle qu'il en avait, mais après son dossier médical. L'esprit de cette femme n'a absolument aucun problème que ces 2 ordonnances n'aient provoqué, m'a-t-il confié. Il a ajouté, vous êtes les meilleurs. Mieux que cette vieille dame pouvait espérer avoir à ses côtés. Au fil des jours, j'ai vu ma grand-mère revenir à elle comme la marée remonte. Elle a recommencé à faire ses mots croisés au stylo-bille, comme elle l'avait toujours fait, mettant la grille au défi de lui résister. Elle s'est plongée dans une boîte à chaussures remplie de photos étalées sur son édredon, énumérant les prénoms les uns après les autres, s'amusant d'un cliché d'elle à 20 ans. Dans une robe qui, jurait-elle, lui avait coûté une semaine de salaire. Puis, un matin, alors qu'elle était assise en face de moi à la table de la cuisine, elle m'a demandé à voix basse, où étais-je passée, ma chérie? Elle était restée consciente, prisonnière de son propre corps tout ce temps. J'ai gardé cette
Pensez en moi pendant toute une journée avant de l'appeler par son nom, car poser des mots là-dessus changeait absolument tout. Ses oublis, sa confusion, son affalement lors de son propre anniversaire. Tout cela suivait un calendrier bien précis, une planification rigoureuse, et ce genre d'agenda a forcément des auteurs. Et si son déclin n'était pas une fatalité, mais une décision délibérée? J'ai ouvert mon carnet à une page blanche et j'ai commencé à écrire. Je suis allée parler à Brigitte. Je lui ai apporté un café et je l'ai rassurée en lui disant qu'elle ne risquait rien, et j'étais sincère. Une fois que j'eus fini de recueillir ses confidences, j'en savais assez. Non pas pour faire un scandale, mais pour préparer quelque chose de bien plus efficace. Colette possédait une petite maison de ville entièrement payée, située à l'autre bout de la commune. Lorsqu'elle a compris ce qu'on lui avait fait subir et ce qui se tramait, elle s'est redressée avec cette attitude d'autrefois, celle qu'elle adoptait quand une situation exigeait toute sa concentration. Très bien, dit-elle. Dis-moi ce que nous devons faire. C'est ainsi que 4 semaines après mon accouchement, j'ai pu acquérir la maison de mes rêves. La veille du jour où ma famille devait débarquer pour s'en emparer, ma grand-mère a signé les actes officiels de vente chez le notaire. Puis je l'ai raccompagnée jusqu'à sa chambre au bout du couloir. Et nous sommes assis ensemble dans la sérénité d'une maison qui était enfin pleinement la nôtre. J'ai plongé la main dans la poche de mon gilet et j'en ai sorti la carte de visite que je gardais sur moi depuis 5 mois. Celle de l'avocat que le docteur Lemaître m'avait conseillé lorsque je lui avais fait part de mes premiers soupçons. Je l'ai posée bien en évidence sur le carton le plus proche. Et je l'ai fixé du regard jusqu'à ce que mon rythme cardiaque s'apaise. D'accord, maman, lui avais-je dit. Venez à midi. Midi allait leur révéler qui j'étais devenue. Ils sont arrivés en terrain conquis. Ma maman est entrée là. Première, suivie de près par Alexandre, son éternel conférencier en cuir sous le bras. Ma sœur et son mari les suivaient d'un air détaché, comme s'ils visitaient un bien immobilier à acquérir. Mon père fermait la marche, sa tasse de café à la main, le regard déjà ailleurs. Ils se sont figés net sur le seuil. Car assise à la table de la cuisine, dans cette maison que ma mère venait déjà de s'approprier par la pensée, se tenait Colette, parfaitement droite, ses mots croisés à la main et ses lunettes de lecture sur le nez, observant chacun d'eux avec le regard implacable d'une femme qui venait de passer les dernières semaines à reconstituer avec exactitude ce qu'on lui avait infligé. Et debout à ses côtés se tenait un homme qu'il ne connaissait pas, un jeune avocat en costume sombre, sa mallette de cuir posée près de lui. Alexandre a été le premier à retrouver ses esprits. Il a esquissé un sourire, ce sourire forcé d'un homme qui tente déjà de recalculer ses options. Colette, dit-il chaleureusement. Vous avez une mine superbe. Je vais très bien, répondit-elle. Ma mère m'a dévisagé, puis a regardé Colette, avant de reporter ses yeux sur moi. Camille, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, répondis-je, que c'est ma maison. Colette a signé l'acte de vente et de transfert de propriété il y a 3 semaines, alors qu'elle était en pleine possession de ses facultés mentales, sous le contrôle du docteur Lemaître qui est prêt à en témoigner. Vous êtes tout à fait libre d'examiner les documents officiels. L'avocat a alors ouvert sa serviette. J'ai vu le visage d'Alexandre se décomposer sous l'effet d'une grimace complexe, tandis que la main de ma mère cherchait désespérément le dossier d'une de nos chaises pour ne pas fléchir. Mon père a simplement porté son bol à ses lèvres pour en boire une gorgée de café. Colette a posé sa grille de mots croisés, a replié ses lunettes et a fixé sa fille d'un long regard lourd de sens. Lorsqu'elle a pris la parole, sa voix était calme et parfaitement posée.
Je sais parfaitement ce qu'il y avait dans mon pilulier, Chantal. Je sais qui l'a préparé. Et je sais exactement ce que vous attendiez tous les deux. Ma mère a ouvert la bouche pour répliquer. Colette a levé la main pour lui couper la parole. Le silence dans la pièce était total. Ma mère s'est tournée vers moi. Son regard m'implorait d'endosser à nouveau mon rôle de celle qui aide, d'étouffer l'affaire, de débarrasser les assiettes de la table. Je l'ai regardé droit dans les yeux sans prononcer le moindre mot. Il n'y a pas eu d'affrontement par là. Suite. Ce n'était pas nécessaire. Alexandre a refermé son conférencier en cuir. Ma sœur a pris le bras de son mari. Mon père a fini par poser délicatement sa tasse sur un carton qui ne lui appartenait pas. Et les uns après les autres, ils ont quitté les lieux. La porte s'est refermée derrière eux. Colette s'est alors approchée de moi et m'a serré la main 3 fois. Lentement, distinctement. 1, 2, 3. Je te vois. Je suis là. Ma fille dormait toujours paisiblement au bout du couloir. La maison avait retrouvé ce calme absolu qui m'avait enveloppé. La nuit de mon emménagement. Aucun grillon n'y chantait encore, on n'entendait que le léger bruissement de la veilleuse sonore, tandis que la lumière matinale éclairait 2 femmes assises à la table d'une cuisine dans une demeure qui était désormais la leur. J'ai regardé ma grand-mère. Elle reprenait déjà ses mots croisés. Si vous avez un jour été celle qui rend toujours service, celle qui passe après les autres, celle que personne n'écoute, je veux que vous sachiez une chose. Les facultés que l'on vous a imposées pour vous maintenir dans l'ombre sont précisément celles qui, un jour, vous permettront de tout sauver. Il vous suffira simplement de décider du moment opportun pour vous en servir.